Monsieur Aoudi, bonjour. Bonjour. Nous allons continuer notre émission dans l'entretien politique. Monsieur Aoudi, vous avez parlé la dernière fois d'une science qu'on appelle la légistique pour mettre en place la Constitution. Selon vous, quel devrait être le principe fondateur d'une Constitution? Le principe fondateur d'une constitution, c'est la cohésion sociale, qui doit vous projeter dans un futur long. C'est-à-dire que c'est un élément qui garantisse la paix. Voilà. C'est la cohésion sociale. Vous devez chercher que le fil conducteur de la rédaction de la Constitution soit la cohésion sociale. Et vous devez projeter la Constitution dans une longue période de plusieurs années. De génération en De génération. Si nous écrivons la Constitution telle, est-ce que dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? C'est ça. Donc le fil conducteur, c'est de chercher à voir, si nous l'écrivons comme ça, est-ce que la cohésion sociale sera assurée? Pour éviter des frustrations sociales. La cohésion sociale et la justice sociale. Ça ne semble pas comme si c'est une constitution qui est rédigée pour maintenir une personne au pouvoir. Voilà. Maintenant, lorsque vous cherchez à rédiger une constitution, et le fil conducteur, c'est la conservation du pouvoir pour une seule personne, eh bien, vous fracassez le principe, le soubassement de ce qu'on appelle la cohésion sociale et la justice sociale. Donc, que doit être la réaction d'un peuple lorsqu'on touche à une constitution qui se sont librement données? Un peuple qui est assez cultivé politiquement, qui n'est pas dans l'inculture politique, je pèse bien mon mot, qui n'est pas tout le temps dans l'émotion, mais qui sait ce qu'on appelle la patrie, qui sait ce qu'on appelle le patriotisme. Un tel peuple, lorsqu'on touche sa constitution, qu'il s'est donné lui-même, à travers une procédure rocambolesque, une procédure cavalière, ce peuple doit réagir spontanément. De façon spontanée. Et de façon vigoureuse. Puisque c'est la seule chose qui vous réunit. C'est le contrat social. Un seul groupe ne peut pas se lever et puis casser le contrat social que nous tous nous sommes donnés. Parce que la constitution de 92 est chère pour les Togolais. Voilà pourquoi je dis qu'avant de prendre une décision qui concerne toute une nation, il faut réfléchir par 1000 fois. Ce n'est pas tout le temps que, devant certaines circonstances, avant de prendre une décision juridique ou bien un verdict, que la loi que tu as devant toi te permet de prendre une décision qui peut assurer la juridicité de la loi et puis la sécurité juridique. C'est pour cela que si vous êtes juge, que ce soit un juge constitutionnel ou bien un juge judiciaire, lorsque vous êtes devant un cas très sensible qui peut susciter de remous, vous devez réfléchir. Votre démarche pour motiver la décision que vous allez prendre doit être comme si c'était le législateur qui prenait la décision. C'est pour cela que pour légiférer, il y a des travaux préparatoires qu'on garde dans les archives. Et la science qui permet à faire cette démarche juridique, cette démarche scientifique, s'appelle le pneumatique. C'est-à-dire que vous devez aller au-delà de la loi. Pour voir, par exemple, on dit quelqu'un a coupé l'oreille à son ami. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? C'est dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Tout ça n'est pas inscrit dans la loi. Donc, avant d'écrire une constitution, vous devez tenir compte de l'aspiration profonde du peuple. Même vous pouvez dire que non, ce n'est pas bon. Mais si c'est ça qui sied au peuple, vous ne pouvez rien faire. C'est ça que j'appelle le sociétal. C'est le jugement sur lequel est construite la société. Voyez-vous, le Togo
est composée de plusieurs ethnies et de plusieurs communautés sociales. On ne peut pas écrire une constitution sans tenir compte de ça. C'est un fait. Là, je dirais que ce pluralisme ethnique est une richesse pour nous. Est une richesse pour nous. C'est pourquoi chaque culture doit être respectée à sa juste valeur. On ne doit pas privilégier une culture d'une communauté au détriment de l'autre. Vous savez, je profite de l'occasion pour dire quelque chose. Parce que le fonctionnement de l'État, on ne s'amuse pas avec. Il ne faut pas que la manifestation culturelle d'une communauté fasse ralentir le fonctionnement régulier d'un État. Et par ricochet, va faire abaisser l'économie nationale. Voyez-vous, la culture est valable. C'est une culture qui me plaît tellement. Parce que, bon, tu vois les jeunes qui te montrent leur énergie, qui démontrent la fierté d'être de cette ethnie-là. Mais, souvent, quand la célébration de cette culture que j'aime tant, parce que moi je fais la promotion des cultures traditionnelles de notre Togo, je dis qu'il faut respecter nos cultures. Donc je n'ai rien contre. Au contraire, j'aime. Mais ce qui me gêne un peu, lors des Vala, lorsque vous rentrez dans l'administration, tout le monde, c'est comme si l'administration s'est arrêtée. Puisque ceux qui nous doivent servir, nous les administrés, ils partent pour aller là-bas. Or, lors de la célébration d'autres cultures, on ne voit pas cet état des choses. Je crois que pour l'équilibre social, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Si vous êtes deux dans une administration, vous ne pouvez pas partir tous. C'est ça. Ok. Selon vous, qu'est-ce qui amène à un retouchement et changement en permanence de la Constitution? C'est ce que je disais. Si des gens sont souciés des générations à venir et leurs droits, que nous devons leur protéger. Parce qu'il faut pas faire des choses qui vont amener des frustrations aux générations futures. Il ne faut pas poser des actes qui vont être des défis inutiles à relever aux générations futures. Il vaut mieux, au contraire, écrire une constitution qui va les protéger. On va dire, ah, nos grands-parents ont fait un travail. Donc, c'est l'envie de garder coûte que coûte le pouvoir, bail que bail, qui fait qu'on touche la constitution tout le temps. Sinon, si on avait un respect scrupuleux, si on avait la crainte de Dieu et un égard envers nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles, eh bien, je crois qu'on aurait fait autrement. Ok. Qu'est-ce qui fait que malgré les grands accords, il y a eu des conférences dans ce pays, des accords, des dialogues, il n'y a jamais eu d'alternance au Togo? Moi, je ne parle même pas d'alternance. C'est-à-dire que lorsque le régime est coincé, il cherche à dialoguer. C'est sa stratégie, ça. Lorsque vous dialoguez, vous signez l'accord, ils ne mettent jamais les conclusions de l'accord en application. C'est-à-dire, ils ne respectent pas les... C'est de la mauvaise foi, plus que simple. C'est de la mauvaise foi. Après, c'est pour dire nous les avons eu. C'est une manière pour dire que oui, c'est nous qui dirigeons aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons. On ne peut pas diriger un pays avec un esprit revanchard. Lorsque vous dirigez un pays, toute décision, vous devez mettre l'humain au sein de toute décision, au sein de la prise de toute décision. Ce pays-là est petit pour que chaque Togolais puisse être épanoui. Mais nous végétons dans un misérable à outrance, malheureusement. Monsieur Aoudi, vous avez laissé entendre dans un discours pressant sur les réseaux sociaux que vous n'êtes plus la relève de demain, mais que vous êtes la relève immédiate. Pourquoi cette déclaration qui laisse attendre que vous songez à la magistrature suprême de votre pays? Qu'est-ce qui motive votre engagement?
vous posez une question à géométrie variable. Exactement. Oui. Ici, je le dis encore. Moi, je ne suis plus une relève de demain. Parce qu'on a tellement écouté ça. Ah, vous êtes la relève de demain. Et pendant ce temps-là, on est en train de nous brimer. On brime nos droits. On nous laisse dans la pauvreté. Et comme l'a dit Baola, je vais apporter ce mot. À force de rencontrer les épreuves qui nous imposent, eh bien, nous sommes tellement édifiés. Et nous sommes tellement outillés pour pouvoir diriger ce pays-là, mieux que eux. Donc, moi, je ne suis plus la relève de demain, je suis la relève immédiate. Ça veut dire quoi? Si je quitte tout à l'heure le pouvoir, on me met dans le fauteuil présidentiel là, je crois que par mon patriotisme, je vais trouver les patriotes. Nous allons diriger ce pays pour le bien-être social de nous tous. En ce qui concerne les dernières élections, nous n'avons pas vu votre société civile ou mouvement participer à cette élection nulle part. Pourquoi cette absence? Tu sais, en politique, il faut être constant. Vous ne pouvez pas dire une chose aujourd'hui et puis demain, vous allez faire le contraire sur le terrain. Nous ne sommes pas des gens qui disent que non, ça peut se faire. Non, 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 non. Nous avons la hauteur d'esprit politique. Lors de la campagne des élections législatives, nous avons critiqué vraiment la Constitution là. Et nous avons demandé aux électeurs de faire en sorte que l'opposition ait la majorité au Parlement pour faire blocage à la mise en jeu de cette Constitution là. Et malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, la Constitution que moi j'ai critiquée, maintenant, c'est sous la bannière de cette Constitution-là que les élections seront organisées. Et je vais aller aux élections là pour faire quoi? Et vous avez vu ce qui s'est passé. Les Togolais ont parlé. Les électeurs togolais ont parlé avec un silence. Ils ont boycotté l'élection. Sinon, bon. Mais nous avons vu que finalement, on parle d'une participation de 55%. J'en viens. Mais, vous savez, parfois, on fait comme si c'est un autre État qui dirige. C'est pas comme si on parle parfois là. Comme un ministre qui a déclaré qu'il y a un Togo virtuel et un Togo c'est eux qui dirigent le Togo virtuel. Nous sommes dans la réalité. Parce que parfois quand ils parlent, j'ai l'impression qu'ils dirigent un autre État. Nous avons vu dans les bureaux de vote, moi j'ai circulé un peu partout. Au moins il y a un bureau de vote, il y a 255 inscrits. Mais au moment où on clôturait là, il n'y avait que 45 votants. Et bon, aujourd'hui nous sommes au monde technologique. Et des gens sont toujours avec leur attitude archaïque. Nous avons vu quand, bon, les gens sont partis, bon, comme c'est 40 qui ont voté, ils sont rentrés à la maison. 40 personnes qui ont voté, pardon, ils sont rentrés à la maison, ils restaient les membres du bureau là-bas. Et bon, ils ont rempli le bulletin qui reste là. Ils ont voté, ils ont rempli. Mais c'est grave quand des citoyens même se mettent à jouer. C'est la fin. C'est la fin. Je vous avais dit une fois, et je continue de le dire, que le régime utilise la faim contre nous. La faim est devenue, et la pauvreté sont devenues une arme politique pour le régime en place. Mais ce que vous dites est un peu cynique. Ce n'est pas cynique. C'est pas moi qui fais le cynisme, c'est vrai. Parce qu'ils nous laissent affamés. L'argent qu'ils distribuent là, pourquoi ils ne peuvent pas prendre ça pour faire quelque chose? Vous croyez que si les gens mangent bien, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, on va finir avec ça. Si les gens mangent bien, les gens mangent à leur faim. Vous allez lui donner 2 millions, il va aller t'accorder. C'est la faim et l'achat de conscience électorale. Non, nous avons du pain sur la planche. Nous qui voulons vous diriger ce pays, nous avons... Et on fait tout pour manipuler les consciences des Togolais. Vous voyez? Et en droit électoral, le pourquoi ils ont augmenté le pourcentage.
Nombre de votants, pourcentage. Non, le pourcentage. Je veux parler de ça seulement. Le pourquoi ils ont augmenté le pourcentage? Parce que vu ce que nous avons vu sur le terrain, il y a eu un boycott général, qui ne dit pas son nom. Les gens ne sont pas allés voter. En principe. Mais qu'est-ce qui explique ce boycott général de la population? Les Togolais leur disent que nous sommes patients. Mais la façon dont vous nous dirigez là, nous sommes fatigués de votre façon de nous diriger. Nous ne voulons plus vous accorder nos voix pour que vous continuiez. Nous ne voulons plus vous rendre serviteurs. Il y a même parfois certains qui disent que même s'ils ne sont pas allés voter, ils savent ceux qui vont gagner déjà. Oui, ils sont fatigués. C'est à cause de l'organisation de la fraude. Et ils ont rendu la fraude scientifique. Si vous voulez, je vous explique ça. Donc, je disais que en droit électoral, normalement, lorsqu'on vote et que il y a un pourcentage en dessous de 50%, eh bien, on doit annuler le vote. Ils savent ça. C'est pourquoi ils ont augmenté le pourcentage à 55% pour dire que, bon, ils sont dans les normes. Et les 45% autres, comment est-ce que vous allez les diriger? 45%, c'est pas petit. Exactement. 45% d'une population, ce n'est pas petit. Pour une élection relative à la décentralisation, normalement, c'est la gestion du pouvoir à la base. Et ça doit concerner ça doit concerner plus les électeurs. Voyez-vous? Donc, nous, le CPTD s'est abstenu pour ne pas aller légaliser la mascarade électorale que nous avions vue. Nous savions que c'est ce qui allait arriver. Puisqu'il y avait des remous, il y avait des agitations, il y a des mouvements sur le terrain. En principe, le Premier ministre, étant le premier responsable gouvernemental, devait faire surseoir le processus électoral pour régler les problèmes sociaux que nous avons avant de lancer l'organisation de ces élections. Puisque même au départ, nous avons constaté que dans certaines localités, il n'y avait que la candidature unique du parti unique. C'est grave. Lorsque vous parlez de l'inclusion dans nos lois, l'inclusion sociale, la cohésion sociale, et que les gens se mettent à l'écart, ça voudrait dire que le tissu social est en train de recevoir des coups. En tant que premier responsable, vous devez voir très loin et vous ressaisir. Mais tel n'a pas été le cas parce que parfois même si c'est comme ça, ils se réjouissent. Comment vous allez à une élection des conseillers municipaux pour gérer une communauté? Parce que la commune, il y a des communautés dedans. Pour gérer la société à la base. Et puis vous êtes seul. Et ça ne vous dit rien. Il n'y a plus de 1100 et quelques conseillers municipaux. Aujourd'hui, ils ont tous les leviers. Je dis bien tous les leviers pour diriger le pays. Tous les leviers. Tout. Et je crois qu'ils en seront capables. Je crois qu'ils seront vraiment capables de diriger le pays pour le bien-être de nous tous. Pas pour eux seuls. C'est une ironie ou comment? Non. Ce n'est pas une ironie. Ça dit que j'ose croire que comme ils se sont vertueux pour avoir toutes les institutions de la République dans leurs mains, eh bien, ils vont gérer le pays pour que nous tous n'ayons plus fait. Pour que nous ayons l'eau potable, pour que nous ayons les infrastructures sanitaires, pour que les murs ne tombent plus sur nos enfants. Après plus de 20 ans de règne, ils avaient presque tous les leviers en vente. Qu'est-ce qu'ils pourront faire maintenant? Vous m'amenez à dire quelque chose. Vous savez, parfois moi je les plains. Surtout l'ancien chef d'État, son Excellence, devenu Premier ministre dans le nouveau régime parlementaire. Je le plains. Il a trouvé plusieurs occasions pour sortir grand. La première occasion, il a eu tout le temps, au moins 10 ans, où
il a eu le soutien de plusieurs jeunes. Il dit, ah, il est jeune, ça va aller, il vient d'arriver, il faut le laisser. Première occasion où il pouvait construire ce pays. S'il avait vraiment la volonté politique de le faire. Aujourd'hui, ça fait combien d'années ça? 15 ans. Et je pensais, la deuxième occasion, je pensais que après 15 ans de service rendu, en tant que bon serviteur, il allait passer la main en devenant peut-être le président honorifique pour dire au Premier ministre ou bien au nouveau président de conseil, j'ai un peu de difficulté à appeler comme ça parce que président de conseil, ça ne fait pas, ça ne ressemble pas quoi. Ça ne ressemble pas. Pour pouvoir donner des conseils à celui-là, ah, c'est ici, il y a combien d'erreurs, toi ne convainc pas d'erreurs, toi ne convainc pas d'erreurs. Mais, bon, je ne sais pas ce qu'il a appris. Donc, c'est la deuxième occasion qu'il est en train de rater pour sortir par la grande porte. Tout ce que je dis là, je le dis de cœur. Pas pour me moquer. Je le dis de cœur parce que, à la loupe vont les choses. Ils disent non, il faut préserver la paix. Si c'est comme ça, ils sont en train de préserver la paix, eh bien, ils la préservent mal. Ils la préservent mal. Parce qu'il y a trop de frustration sociale et trop d'injustice sociale. Quand quelqu'un parle sur TikTok, en respectant la Constitution, en véhiculant sa pensée, son opinion, vous l'envoyez en prison. Pourquoi? Pourquoi ne pas l'ignorer, continuer ce qu'il dit? Ok, monsieur Aoudi, nous sommes à la fin de ce petit entretien. Quel est votre mot de fin? Avant mon mot de fin, j'ai envie de dire quelque chose au Togolais. Peuple togolais, l'heure de la vérité vient d'être sonnée. Et il y a une grande lumière du grand univers qui vient s'éclater sur le pays. Levons-nous comme un seul homme pour marcher résolument dans cette lumière vers une nouvelle république. Oui, je vois une nouvelle république derrière une grotte. Et cette nouvelle république a des chevelures qui scintillent, dont l'ombre sera notre sécurité, dont sa respiration sera la mise à la fin de notre misère, dont le soulèvement de ses pieds sera le poussement des gratte-ciel, dont les décisions nous amènera à avoir des infrastructures adéquates dans chaque préfecture et dans chaque région. Oui, je vois une république derrière une grotte, dans cette grande lumière. Donc, quand il clignote les yeux, chaque fille et chaque Togolais, chaque garçon va manger à sa faim. Donc, les décisions seront patriotiques qui mettra fin au détournement des fonds publics, qui mettra fin à la corruption qui gangrène notre société. Mes chers compatriotes, ce que je dis, je l'ai vu et ça va arriver. Cette nouvelle république qui sera notre protection, cette nouvelle république qui va nous défendre vaille que vaille dans la société internationale des États. Maintenant, mon mot de fin, je voudrais nous dire à nous les Togolais, à nous les patriotes, que on ne peut éternellement nous museler. Ce que nous avons commencé, eh bien, nous devons résister jusqu'au bout pour que cette république-là puisse être sacralisée, puisse devenir
réalité. Je vous remercie. Merci.